Bonsoir, chers spectateurs, chères spectatrices. Nous sommes actuellement au cœur d'un très, très grand problème, puisque nous allons aborder toute cette situation de la crise économique que nous vivons tous. Comme disait la fable de La Fontaine, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient atteints. Quand nous regardons le tableau mondial tel qu'il se présente aujourd'hui, nous serions portés à nous décourager et à nous déprimer, parce que nous sommes portés à croire que la situation que nous vivons est pratiquement insoluble, sans issue. Ce que je voudrais vous transmettre par cette émission, c'est de l'espérance et des orientations d'action et de réflexion qui vont vous permettre de voir que nous pouvons en sortir ensemble en choisissant nous-mêmes les destinées et sur le plan économique et sur le plan mondial. J'aimerais d'abord dire que la situation que nous vivons résulte d'une machination qui date de très loin, en fait de 1771. Et nous pouvons remonter à l'évidence même qui est marquée sur le dollar américain. Si nous regardons le dollar américain, nous constatons d'un côté une pyramide. Et cette pyramide, vous voyez qu'elle est construite avec un sommet lumineux au centre duquel il y a un œil. Et cet œil n'est pas, comme on le croirait peut-être, l'œil de Dieu ou l'œil du Père. Il s'agit de l'œil Ogpou. C'est un œil d'origine druidique, et cet œil représente l'œil de Lucifer et l'œil vigilant du groupe de personnes qui doit surveiller l'ensemble des activités humaines pour l'avènement du plan ultime des Illuminati. En fait, ce que vous voyez présentement sur l'écran est le sceau des Illuminati, fondé en 1776, le 1er mai, par Adam Weishaupt et ses consorts. Et autour, vous lisez la légende suivante: Annuit Ceptus Novus Ordo Seclorum. Voici que commence avec succès le nouvel ordre des siècles, ou le nouvel ordre mondial. Quand nous allons de 1776 à la fondation des États-Unis, le 4 juillet suivant, nous voyons apparaître, et c'est l'autre côté du dollar américain, le sceau, le véritable sceau de la nation américaine. Et vous voyez le grand aigle, vous voyez d'autre part les 13 étoiles au-dessus. On est porté à croire qu'il s'agit des 13 premiers États qui se sont confédérés pour constituer les États-Unis. En réalité, il s'agit des 13 prêtres druides qui continuent encore aujourd'hui à diriger les destinées économiques, politiques, militaires, culturels et sociaux du monde entier. Ce dont nous voulons parler, c'est précisément cette conspiration mondiale des Illuminati. Et je m'explique immédiatement en parlant des Illuminati, parce que j'aimerais peut-être que l'on clarifie de quoi il s'agit. Et il n'y a rien comme les définitions pour nous permettre de comprendre véritablement de quoi nous parlons. Quand nous parlons des Illuminati, nous parlons d'abord des membres d'une secte du Grand Orient. Le Grand Orient est une des loges maçonniques, la loge dite bleue, et à laquelle sont initiées certaines personnes qui, eux, ont été initiées tout d'abord dans la loge maçonnique d'obédience écossaise. C'est un petit groupe de personnes, mais très puissant, qui regroupe les intellectuels, les politiques, les éducationalistes, les éducateurs, les économistes, les
grandes figures de leader mondial pour établir un règne unique sur la terre des hommes, mais non pas le règne sous un seul Dieu, comme le laisse croire le dollar américain, mais le règne sous un seul Seigneur, Lucifer. En fait, l'ordre des Illuminati est un ordre luciférien qui vise la domination mondiale. Et nous sommes maintenant en face de ces deux côtés d'une pyramide ascendante qui vont nous conduire au sommet de la puissance pour diriger les destinées du monde. Vous avez d'un côté la montée progressive par 33 degrés qui nous conduisent au sommet du 33e degré suprême des initiés, des grands initiés, dont font systématiquement partie les présidents des États-Unis, dont font également partie les gouverneurs généraux du Canada depuis ses origines, dont font également partie les grandes figures de la noblesse et de la puissance politique anglaise. Mais de l'autre côté, vous avez en même temps la montée par les 7 degrés du rite écossais qui conduit de façon court-circuitée vers l'autorité suprême de cette pyramide concrète de l'action des illuminatistes pour le contrôle de la domination mondiale. Nous avons vu sur le dollar américain une première pyramide. Et maintenant, nous allons voir de plus près une seconde pyramide qui nous fait comprendre de façon visuelle comment cette puissance est répartie pour conduire les destinées des nations et des peuples sur le plan économique, politique, militaire, social et culturel. Vous avez d'abord au sommet de la pyramide le groupe des 13. Et ce groupe des 13 est constitué des 13 prêtres druides, constituant en quelque sorte le groupe par excellence qui reçoit de Satan ou de Lucifer l'autorité de diriger tous les sous-groupes qui viendront sous leur égide. Ce groupe des 13 offre un culte à Lucifer aussi bien par des actes de louange et par des vœux que par des sacrifices humains et des messes noires. En dessous du groupe des 13, vous avez le groupe des 33 initiés. Ce sont les 33 grands maîtres des loges qui sont eux-mêmes au 33e degré de la loge bleue ou de la loge blanche ou de la loge rouge et qui, sous les ordres des 13 druides, doivent assurer la mise en marche des directives reçues d'en haut. Il se peut que nous rencontrions dans notre quotidien des francs-maçons qui sont du 33e degré. Mais généralement, ce sont simplement des francs-maçons honoraires. Car il n'y a dans tout le monde entier que 33 francs-maçons initiés au 33e degré, et ça suffit, comme vous le verrez dans un instant, pour diriger les destinées du monde. Le groupe des 33, ayant reçu ces ordres des 13, les répartissent maintenant sur le groupe des 500, qu'on appelle les Bilderbergers. Le nom de Bilderberger vient tout simplement du fait que la première rencontre de ce groupe des superpuissants s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande, et que depuis le début, c'est le prince Bernard de Hollande qui est le chef suprême des Bilderbergers. En réalité, les Bilderbergers regroupent 1600 multimilliardaires, mais il n'y en a que 500 qui ont un pouvoir décisionnel et un pouvoir exécutif dans les divers ordres d'action où ils doivent exécuter leur mandat. La pyramide que nous allons explorer de façon plus continue dans l'émission d'aujourd'hui et la prochaine émission porte principalement sur la dimension de l'action des Rockefeller,
qui contrôle l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'ensemble de la commission trilatérale qui couvre le Canada, le Japon et l'Angleterre. Mais à l'origine, il s'agissait d'abord de Adam Weishaupt, qui est le fondateur de cette secte illuminatiste, mais dont les bailleurs de fonds étaient une famille qui a été anoblie plus tard et qui est connue universellement sous le nom de Rothschild. Le mot Rothschild veut dire ceci. Roth veut dire rouge et Child ou Shield veut dire écu. L'écusson rouge qui était le symbole des grands prêteurs. Or, les Rothschild, avant d'être anoblis, avaient prêté des sommes fabuleuses aux rois de Savoie, aux divers rois de France, et finalement, lorsque les créanciers ne pouvaient plus payer leurs dettes, on a demandé en retour de recevoir des titres de noblesse, ce qui nous a donné le baron de Rothschild pour la France, Lord Rothschild pour l'Angleterre et Herr Rothschild pour l'Allemagne. Et par le jeu d'alliance, vous avez eu les Warburg et les Schiff qui ont élargi la dynastie. Ce dont nous allons parler donc davantage, c'est l'influence des Rockefeller qui à l'origine étaient françaises. Roquefeuille. Il s'agissait de huguenots, très riches, alliés à la famille des Rothschild et qui sont venus s'établir à New York pour établir leur empire. Et cet empire, nous en allons voir toutes les articulations dans les séquences qui vont suivre. Okay. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le plan économique, regardons un peu ce tableau. Nous avons déjà fait mention des 13, des 33, des Bilderbergers. Là, nous allons attirer notre regard sur le nom de David Rockefeller, qui lui est responsable de la dimension économique de l'Empire, qui se rattachera bien sûr à celui des Rothschild d'une part et à celui des Schiff d'autre part. Alors, David est responsable d'abord de l'établissement de la Bank of America, de la Chase Manhattan Bank, de la First National City Bank, de la Chemical Bank et de la Citicorp. Et par le truchement de ces banques, Rockefeller est venu à bout de contrôler complètement les développements les plus importants de l'industrie pétrolière des États-Unis. Ça avait commencé avec un simple petit gisement qui finalement a pris une importance plus grande sous le nom de Standard Oil, mieux connu ici sous le nom de SO. Standard Oil et SO, c'est la même chose. Mais au fur et à mesure que s'ouvraient de nouveaux puits d'huile, eh bien, la loi américaine voulait empêcher le cartel. Et c'est pourquoi Standard Oil of America s'est divisé en branches selon les divers États. C'est devenu Standard Oil of New Jersey, et ensuite Standard Oil of Indiana, Standard Oil of California, qui sont venus à bout de jeter en banqueroute complète les petits centres pétroliers qui étaient une compétition intolérable par la famille des Rockefeller. C'est ainsi que le contrôle absolu s'est établi sur Chevron, Sohio, Phillips, Marathon, Exxon et les autres grandes industries de l'huile et du pétrole qu'on appelle les Sept Sœurs. Vous trouverez toutes ces informations dans un petit livre fort intéressant qui s'appelle The Rockefeller File. Ce livre va vous permettre de comprendre encore mieux comment s'articulent ces divers aspects de l'empire économique Rockefeller, et alors vous pourrez comprendre comment la décision de quelques individus peut créer une telle crise économique qu'il en résulte inflation et chômage de façon purement artificielle
pour l'ensemble des nations qui tombent sur leur empire. En plus d'avoir le contrôle dans le domaine des banques et dans le domaine pétrolier, les Rockefeller, par le truchement de David surtout, ont obtenu le contrôle sur le domaine des trusts et des compagnies prêteuses. Les principaux trusts, nous allons les retrouver surtout dans les Dillon, dans Kuhn & Loeb et finalement dans les grandes corporations économiques qui vont permettre ensuite d'acheter les diverses lignes d'aviation, Northeast Airlines, Long Island Lighting, Atlantic Richfield Oil, National Airlines, et après avoir contrôlé le domaine du transport par des prêts et des jeux d'actionnaires, on est venu à bout d'établir les 3 grandes compagnies d'assurance qui, à elles seules, contrebalancent tout le poids des avoirs Rockefeller. Metropolitan Life, Equitable Life et New York Life. Vous comprenez que quand on a ainsi un contrôle dans tous ces domaines, il est facile d'obtenir un poste dans le directorat particulier de telle ou telle compagnie. Ainsi, par exemple, sans avoir à acheter les compagnies suivantes, David Rockefeller a des représentants sur les différents directorats suivants. Bendix, Anaconda Mines, Gulf, Shell, Union Oil, Continental Oil, Celanese, DuPont, Borden, Dow, CIT Financial, Allied Chemical, American Cyanamide, American Motors, Chrysler City Service, et j'en passe. Par le jeu de l'interdirectorat, il y a toujours des personnes qui, à un niveau ou à l'autre, parviennent à pouvoir prendre les décisions ultimes qui vont finalement forcer les prix, finalement forcer le marché et obtenir ainsi que tous soient obligés de passer par l'une ou l'autre de leurs filiales afin de pouvoir exercer sur le plan économique une décision quelconque. Ceci va pour la partie interne de la structure économique. Mais quand nous regardons maintenant le gouvernement invisible que ça donne, eh bien, on se trouve ainsi à remonter graduellement d'étape en étape depuis le Council on Foreign Relationship vers la création d'un organisme qu'on appelle le Federal Reserve Board, lequel donnera éventuellement naissance à la Banque internationale, la Banque mondiale de la monnaie, pour aboutir à la seule et unique Banque mondiale qui régit encore et universellement toutes les activités économiques de tous les pays du monde. C'est ce que vous trouverez dans ce livre fort éclairant qui s'appelle The Invisible Government de Dan Smoot. La vérité, enfin, commence à éclater. Nous vivons dans un monde où nous avons été complètement dupés et où on nous a menti carrément en nous cachant des vérités inaccessibles parce que le tout était contrôlé par des autorités secrètes cachées derrière les figures élues du Parlement. Cette vérité a été dénoncée de façon assez criante par un spécialiste, le professeur Richard Lipsey de l'Université Queen's. Il reproche notamment au gouvernement canadien et par rebondissement au gouvernement américain de nous avoir carrément menti concernant la situation économique dans laquelle nous vivons. Il dit, entre autres choses, que la crise économique actuelle est aussi artificielle en 1983 que pouvait être la crise du pétrole en 1973. Le pétrole est passé de 1,80 $ le baril à un sommet de 34 $ sous prétexte qu'il y avait une crise du pétrole et une crise de l'énergie mondiale.
On vient de s'apercevoir que la baisse du prix à 29 $ était même artificielle, puisque quelques jours plus tard, pour ne pas dire ce matin même, on déclarait que le prix du pétrole baissait à 25 $ le baril. Et cela, grâce à qui? Grâce à l'empire et à la puissance des Rockefeller, qui contrôlent non seulement la Federal Reserve Bank, mais qui contrôlent également la Bank of Canada. Je sais que je semble dire actuellement des choses absolument énormes, mais vous allez comprendre le pourquoi de cet énoncé. La Federal Reserve Bank n'est pas, comme le pense le public, une annexe du pouvoir américain de battre la monnaie. C'est une création de pure pièce, une création qui a été conçue par Jacob Schiff, qui a été exécutée d'une part par les Rockefeller et d'autre part par les Rothschild, présentée au président Taft, qui a dit absolument non, non, non et non, et ultimement approuvée par la créature des présidents illuminatistes, Woodrow Wilson, en 1913. La Federal Reserve Board, comme la Banque du Canada, ne sont pas la propriété du gouvernement, ni américain, ni canadien. C'est un consortium de financiers et de banquiers qui ont créé ces instances, qui décident à elles seules d'établir les indices des prix, d'établir également les indices des taux d'intérêt, qui déterminent quand les nations vont croître ou quand les nations vont périr par le système des prêts. Les prêts sur obligation, les prêts sur promesse, et favorisant davantage les prêts aux gouvernements nationaux des différents pays. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un pays devenant insolvable est immédiatement soumis à la dictature économique de ses intermédiaires qui finalement les mettent ou dans le choix de déclarer banqueroute ou de donner en échange les pouvoirs nécessaires de gérance pour conduire ces pays à une finalité, l'établissement d'un seul et unique gouvernement mondial. Au moment où je vous parle, 37 pays sont dans une situation de faillite technique. De façon plus récente, eh bien, il y a eu le cas du Mexique, il y a eu le cas de l'Argentine, le cas évident de la Pologne, mais ce que vous ne savez peut-être pas, le cas du Canada. Le Canada est techniquement en situation de faillite. Et quand vous entendrez l'énoncé formel du budget du Parlement canadien, vous n'aurez là qu'une toute petite partie de la réalité. Car ce que l'on va vous dire, ça concerne les dettes de la situation présente, c'est-à-dire du terme d'administration 81-82 et les projections pour 83. Mais en toute réalité, saviez-vous que la dette nationale du Canada est de l'ordre de 836 milliards 396 millions 806 000 $. Et que pour servir les intérêts de cette dette, il faut débourser annuellement 76 milliards 516 millions de $ qui n'ont pas remis un sou sur le capital, mais qui font juste garantir que nous ne rentrions pas dans un cas de rappel de prêt ou d'emprunt. Voyez la situation précaire où nous nous trouvons. Et nous avons des documents à l'appui que tant le gouvernement américain que le gouvernement canadien sont actuellement en situation d'insolvabilité pratique face à leurs prêteurs principaux. Et qu'il suffirait d'un événement très dramatique pour déclencher l'obligation pour les États-Unis
et le Canada de renoncer à leur souveraineté. L'idée n'est pas neuve, elle a déjà fait beaucoup de chemin, mais les principaux protagonistes sont ce qu'on appelle les penseurs fédéralistes mondiaux. Ces gens-là pensent en termes d'un seul univers, avec un seul gouvernement, avec une seule banque, avec une seule armée et avec une seule religion. Il va de soi que le tout est le résultat 3 fois séculaire des Illuminatistes, dont le travail a commencé en 1776 par Adam Weishaupt et qui a été continué jusqu'à aujourd'hui par les Illuminatistes des diverses générations. Il est fort intéressant également de constater que la Banque du Canada a été établie selon une loi votée en 1933, une loi qui est totalement et entièrement inacceptable, puisque d'un côté, le gouvernement canadien peut émettre des obligations et d'autre part, il ne peut pas battre sa propre monnaie, puisqu'il doit l'emprunter à la Banque canadienne à des intérêts élevés, pratiquement usuraires, qui seront déterminés par les directeurs de la Banque canadienne et par la Federal Reserve Bank. Ainsi, Paul Volcker aux États-Unis et Bowie au Canada ont plus de puissance que le gouvernement élu lui-même. Cela peut vous étonner, mais tenez bien vos chaises et attachez vos ceintures de sécurité. Ce que j'ai dit sur le plan de l'économie est encore plus vrai sur le plan politico-militaire. Dans la pyramide Rockefeller, nous sommes en train de regarder présentement à la face du domaine dirigé par Nelson Rockefeller. Bien qu'il soit actuellement décédé, sa domination continue intégralement par le truchement de nommé Dillon, qui coordonne ce secteur. Depuis le début de la politique américaine, il y avait 3 personnes illuminatistes qui ont travaillé tout près de George Washington. Il s'agit de Benjamin Franklin, de John Adams et de Thomas Jefferson. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'organisation interne de la politique américaine et de la politique canadienne, on se rend compte que les grands noms de ces diverses structures politiques sont entièrement et totalement dirigés par les Rockefeller, tant du côté américain que du côté canadien. Je vous donne des exemples très simples qui vont vous faire comprendre comment on en arrive à pouvoir devenir d'une part Premier ministre ou président d'un pays, ensuite maître des opérations militaires, ensuite maître de la politique extérieure et finalement participant de l'ONU sur le plan mondial. Toujours avec l'objectif ultime de pouvoir opérer les mutations nécessaires afin d'avoir un seul et unique gouvernement mondial. Sur le plan américain, vous avez le CFR qui dirige à la fois le côté républicain et le côté démocrate. Si on voulait montrer un tableau qui le donne de façon synoptique, on pourrait à ce moment-là regarder comment les grands noms de cet ensemble politique, aussi bien république que démocrate, est régi par les grandes puissances de la famille Rockefeller. Du côté républicain, nous avons par exemple Dwight Eisenhower, John Foster Dulles, Thomas C. Dewey, Jacob Javits, Paul Hoffman, Robert McNamara, John Gardner, Henry Cabot Lodge, Elliot Richardson, Arthur Burns, Henry Kissinger et Richard Nixon. Vous voyez très bien que ce sont des personnes qui, par le cours des années, en sont arrivées au plus haut poste de direction américaine. Voyons maintenant du côté démocrate, Dean Acheson, Alger Hiss, Adlai Stevenson,
John Kennedy, Edward Kennedy, Robert Kennedy, Averell Harriman, George Ball, Henry Fowler, Dean Rusk, Adam Yarmonsky, John K. Galbraith, Arthur Schlesinger, Hubert Humphrey, John Lindsay et de façon plus près de nous, évidemment, Schultz pour le conseiller actuel du président Reagan et Zbigniew Brzezinski comme l'ancien conseiller de Carter. Vous voyez comme moi que tous ces noms qui paraissent pratiquement dans la puissance de l'organisation politique américaine vont nous revenir tour à tour sur le plan canadien, du côté d'une part des libéraux et d'autre part les conservateurs. Car ne vous faites pas d'illusions, les deux pays procèdent selon les mêmes schèmes d'opération. Jetons maintenant un coup d'œil sur le conseil particulier de M. Eisenhower, président des États-Unis. Eisenhower est une créature des Illuminati. Et vous voyez que ici vous avez les grands dirigeants du régime Eisenhower qui sont tous des membres du CFR au nombre de 141 et les 17 plus importants réunis autour de cette table, tous des illuminatistes absolument convaincus et chevronnés. Parmi les grands conseillers qui vont diriger les destinées politico-militaires des États-Unis, vous avez un groupe évidemment très puissant des 33 initiés de la franc-maçonnerie internationale. Alors, ces gens-là ont la puissance de pouvoir déterminer, non seulement à l'intérieur du cabinet du président, mais à l'intérieur des autres cabinets administratifs de la France, de l'Angleterre et des autres pays européens et même des pays asiatiques. Ce qui est intéressant et ce qui est étonnant, c'est de voir que depuis, notamment, l'avènement de Woodrow Wilson jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents des États-Unis, sans exception, ont été véritablement des créatures des illuminatistes. Ce qui veut dire, à toute fin pratique, que ces gens-là ont été consacrés à Satan dans une cérémonie rituelle dont nous voyons ici une illustration concrète. Les deux sabres que vous voyez sur l'autel sont les sabres qui serviront à exécuter les personnes s'ils manquent à leur fidélité de secret et de service au sein des Illuminati. Ce que vous voyez est une cérémonie rituelle qui a été répétée pour chacune des personnes dont nous avons parlé jusqu'ici et qui se continue du côté canadien à travers les gouverneurs généraux du Canada, à l'exception de M. Vanier, et à travers les premiers ministres du Canada depuis le temps de Mackenzie King jusqu'à aujourd'hui. Cela devrait nous faire réfléchir, car cela veut dire que ces gens qui conduisent le pays sont en somme des figures d'apparat. Qu'en somme, c'est le gouvernement invisible qui mène les destinées des nations et des peuples et que tout est décidé, au fond, par le Council on Foreign Relationships. Or, les décisions politiques ont un retentissement militaire absolument irréfutable. Et la puissance économique qui alimente le complexe militaire et industriel va évidemment s'enrichir au fur et à mesure des situations de guerre et des productions d'armes pour les pays conflictuels. C'est dans cet empire politico-militaire que nous voyons d'une part la création du Pentagone et de l'OTAN, et d'une façon plus récente, plus près de nous, la NASA pour la recherche spatiale. N'est-ce pas un peu effarant de penser que les décisions qui sont prises sur le plan politique ayant des implications militaires ne sont pas des décisions qui relèvent strictement
des personnes élues par le peuple, mais que ce sont des décisions qui ont été prises par et à travers ces gouvernements invisibles qui conjuguent leurs efforts pour obtenir un effet massif mondial, c'est-à-dire un contrôle militaire absolu au service d'une pensée politique uniforme conçue par le plan Weishaupt en 1776. C'est toujours ce plan qui se déroule. Ce plan qui va mettre en opposition les grands organismes comme le pacte de Varsovie d'une part et le pacte de l'OTAN d'autre part, et qui vont aussi trouver leurs expressions concrètes dans les décisions de la commission trilatérale. Cette commission trilatérale est complètement et entièrement destinée à trois fins. Établir des liens organisationnels entre les trois axes économiques des 7 puissants d'aujourd'hui, avec comme les trois principaux partenaires, Canada, États-Unis, Japon et Angleterre. Et c'est par le truchement de la commission trilatérale qu'on pourra imposer à l'Europe les lignes de pensée qui amèneront finalement la situation d'insolvabilité des différents pays pour créer la domination économique, politico-militaire des groupes de la famille Rockefeller d'une part et Rothschild de l'autre. Vous pensez peut-être que ceci, c'est de la fumisterie. Mais quand vous regardez un livre comme The Fearful Master, quand vous regardez d'autre part un livre comme Bordio, Une main cachée dirige, quand vous lisez un livre comme The Rockefeller Files, vous allez vous rendre compte que la Ligue des Nations conçue en 1926 n'était qu'un embryon de ce qui deviendra l'ONU. Et l'ONU a été bâtie spécifiquement sur un terrain donné par la famille Rockefeller, en plus d'un don de 30 milliards de dollars pour assurer que l'ONU serve de forum universel à créer une mentalité d'internationalisme faisant tomber les souverainetés particulières pour créer ultimement une convergence unilatérale et uniforme. L'ONU est située exactement à 10 minutes à pied de la résidence de Rockefeller et à 15 minutes de la Pratt House, qui est le centre de la franc-maçonnerie illuminatiste des États-Unis. Voilà comment on fait des combines et voilà comment on crée des situations de conflit pour pouvoir ensuite intervenir de façon messianique pour dire au monde, le Messie s'en vient, c'est nous qui le créons, c'est par nous que la paix arrivera dans le monde. Voyez un peu comment ces organismes fonctionnent, sans pouvoir exécutif et sans pouvoir de magistrature. Ces organismes actuellement nous font toucher du doigt l'impuissance des nations et des peuples à pouvoir régler uniquement par consensus les grands problèmes qui affligent l'univers. Par ailleurs, dans les crises économiques, dans les crises politiques, dans les crises internes d'ordre civil, les pays et les peuples aspirent à un organisme qui, plus fort et plus puissant que l'ONU, donnera au monde sa stabilité ultime. Par le truchement du capitalisme internationaliste, par le truchement d'organismes comme l'ONU, les puissances cachées du gouvernement invisible s'affirment pour conduire ultimement les nations de la Terre vers un seul et unique gouvernement mondial. Actuellement, on procède à pouvoir internationaliser la monnaie par la société sans argent, la Cashless Society, mais on prépare aussi à donner à l'ONU un statut de plus en plus important, ayant au sein du gouvernement mondial
un organisme judiciaire qui sera la Cour mondiale, une seule armée mondiale qui sera la mobilisation des casques bleus recrutés dans toutes les nations de la Terre, et finalement, une seule pensée directrice mondiale dont les normes seront établies par l'UNESCO et par les organismes affiliés à l'ONU. Voilà de quelle façon le réseau tentaculaire du système illuminatiste affirme sa puissance à travers le monde, et après avoir établi son autorité indiscutable sur le plan économique, je viens de démontrer qu'il l'a établi de façon indiscutable sur le plan politico-militaire. Ce que je dis des États-Unis vaut également pour le gouvernement canadien, par les 5 grands ministères du Canada: ministère de la Défense, ministère des Affaires extérieures, ministère des Affaires commerciales, ministère de la Secrétaire d'État et ministère de l'Industrie du Commerce sont complètement noyautés par les illuminatistes. Les décisions ne viennent donc pas des chefs des nations, mais viennent des 13 druides qui sont au sommet de la pyramide, comme nous le disions tout au début. Actuellement, nous sommes confrontés entre deux puissances politico-militaires qui semblent, selon les apparences en tout cas, opposés l'un à l'autre de façon irrémédiable. Le bloc de l'Est, communiste, contre le bloc de l'Ouest, capitaliste. Or, tout cela est une fumisterie. Et nous allons vous le démontrer par un petit tableau très simple. Les Rothschild, en Europe, avaient le contrôle absolu des banques et étaient déjà des puissances de prêt aux grandes forces européennes, y inclus le tsar de Russie. Par ailleurs, la dynastie des Rockefeller avait le contrôle absolu des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Or, lorsque a éclaté la première révolution de 1910 en Russie contre le tsar, eh bien, le tsar a refusé d'avoir recours à des emprunts massifs de la part des prêteurs de fonds. C'est alors que les Illuminati ont mis en branle le service nécessaire pour jeter le régime du tsar dans l'abîme et y opposer la puissance connue aujourd'hui sous le nom de communiste. En réalité, il y avait chez les Rothschild de Suisse et de France un invité de marque du nom de Lénine, alors que demeurait chez les Rockefeller de New York un autre invité de marque du nom de Trotsky. Les puissances européennes des Warburg et des Rothschild ont donné 34 millions de dollars à Lénine et ont nolisé un train pour le conduire en URSS, mener à bonne fin la révolution qui avait déjà commencé par le parti majoritaire des Mencheviks sous la conduite de Kerensky. D'autre part, partait de New York sur un bateau spécialement affrété et enrichi de 7 millions de dollars américains sous forme de bullion d'or et se dirigeait par Halifax vers l'URSS. Or, voici qu'à Halifax, le bateau est arrêté. Trotsky est mis en prison et le Premier ministre du Canada reçoit un téléphone de toute urgence du président Woodrow Wilson qui dit au Premier ministre canadien de relâcher Trotsky, qu'il est mandaté pour faire la révolution contre le tsar en Russie. Ainsi arrivait à quelques semaines d'intervalle Lénine avec ses 34 millions et Trotsky avec ses 7 millions pour mener à fin la révolution bolchevique. Le mot bolchevique veut dire parti minoritaire et les bolcheviques ayant assassiné Kerensky
qui était le responsable des mencheviks, eh bien, a pris le pouvoir d'assaut, et c'est ainsi qu'a commencé ce que l'on appelle la révolution d'octobre, mais qui en réalité est une révolution financée entièrement par les capitalistes, exécutée par des théoriciens communistes, Lénine et Trotsky, pour arriver à un internationalisme complet. La première internationale populaire ou communiste déclenchée en Russie et la puissance de l'internationalisme du capital par la fédération des Warburg, des Rothschild et des Rockefeller. Ainsi se sont construits successivement des alliances de plus en plus étonnantes, notamment quand on pense à l'ère stalinienne, où Staline était un ennemi féroce, et de l'Europe, un ennemi féroce de l'Angleterre notamment et des États-Unis, jusqu'au moment où il a été menacé par le nazisme de Hitler. C'est pourquoi les ressources financières ont convaincu mon oncle Joseph Staline à faire partie de la combine de Yalta et ainsi se rencontrer dans la fraternité la plus cordiale, dans l'entente la plus chaleureuse, dans l'harmonie la plus parfaite, les trois plus grands escogrifes du monde entier. Mon oncle Joseph Staline, qui de ennemi est devenu ami du bulldog Churchill et de la grande figure du New Deal de FDR, Franklin Delano Roosevelt. Vous voyez alors que ce n'est pas nouveau que se conjuguent les intérêts des grandes finances pour arriver à des fins militaires. Et lorsque la guerre s'est terminée, eh bien, les trois grands de Yalta se sont partagés les grands morceaux du gâteau global, donnant naissance au conflit de la guerre froide des années 50 et 60 et conduisant en droite ligne vers les affrontements actuels. Mais ne craignez pas, les grandes puissances prêteuses sont à l'abri de tout danger puisqu'ils financent toujours les deux côtés en même temps. C'est ainsi, par exemple, qu'on vient d'apprendre il y a moins d'1 mois que Rockefeller, par l'intermédiaire de l'Exim Bank et par ses deux succursales de Bank of America et de Chase Manhattan, a prêté des milliards de milliards au gouvernement soviétique pour aménager les ressources, de l'industrie pétrolifère du Grand Nord moscovite, la Sibérie, usine qui a été construite entièrement et totalement aux États-Unis, transportée morceau par morceau grâce au service de l'Exim Bank et financée sur place par la main-d'œuvre esclavagiste du régime communiste grâce au financement de Chase Manhattan, écoutez bien mes amis, à 6,5 et 7,25%. Alors que les mêmes banques prêtaient aux Américains à 17 et 18%. Au même temps qu'un des Rockefeller assurait l'organisation de la structure et de l'infrastructure pétrolifère pour l'URSS, on apportait maintenant les moyens nécessaires pour construire une usine capable de construire les camions et les tanks pour l'URSS. Sous la couverture des automobiles Lada, on a construit ensuite les usines pour fins militaires. Et tout cela avec des fonds américains principalement. Et pensez pas que les Canadiens aient les mains complètement nettes, puisque à cette combine se joignait Cyrus P. Eaton, qui avait ses allées et venues en URSS à volonté, et J.P. Morgan, qui pouvait lui aussi entrer et sortir à sa libre guise
à l'intérieur de l'URSS. Entre-temps, s'ouvrait le grand marché de la Chine. N'oubliez pas que pendant qu'on avait réussi à combiner les efforts concertés de l'URSS, avec Nixon et avec Trudeau, on a ouvert les ponts de relations avec la Chine communiste. Et ne croyez pas que ce soit accidentellement que la commission trilatérale ait été la conseillère privilégiée de ces démarches, tant auprès de Nixon qu'auprès de Pearson et de Trudeau. Tout cela est concerté de longue main. Tout cela nous vient de loin. Et c'est ainsi qu'on voit que successivement, les crises économiques ont pour fin de créer une telle angoisse dans les nations et les peuples affectés, de créer une telle terreur, tant sur le plan politique que sur le plan militaire, et un tel besoin sur le plan économique, que finalement les gens se disent mieux vaut vivre rouge que mourir bleu, blanc ou noir. C'est ainsi également qu'on arrive à pouvoir détacher les gens de leur appartenance particulière afin de préparer les esprits au transfert des puissances souveraines, de sorte que chaque pays abandonne sa souveraineté à l'avantage du seul et unique gouvernement mondial. Les trois grands artisans canadiens de ce plan ne sont autres que M. Mitchell Sharp, d'une part, d'autre part, Dr. McGuigan, actuellement ministre des Affaires extérieures, et ultimement, notre Premier ministre national, Pierre Elliott Trudeau. Tout cela fait partie d'une combine, et remarquez bien que lorsque la Constitution canadienne a été votée, elle a été votée de façon urgente, en prenant bien soin d'exclure parmi les droits protégés par la Constitution le droit de propriété privée. Deuxièmement, on a cherché aussi à pouvoir réunir l'ensemble des ressources naturelles du Canada sous un seul pouvoir central afin de faciliter l'étape suivante qui donnera au Canada et aux États-Unis la possibilité d'adhérer au seul gouvernement mondial. Ainsi, l'ONU cédera sa place à cette puissance mondiale qui sera la combinaison des ressources de l'ONU d'une part et de la communauté européenne économique d'autre part. Ceci réintégrera l'internationalisme communiste et l'internationalisme capitaliste pour former un tout cohérent. Dans nos entretiens futurs, eh bien, nous pourrons parler de deux autres aspects de cette domination, parce que nous verrons alors comment on en est arrivé, toujours par la même méthodologie, à établir l'empire socio-culturel et l'empire religieux pour avoir vraiment les conditions nécessaires à l'avènement de ce gouvernement mondial. J'aimerais attirer votre attention sur deux volumes en particulier, où la plupart des informations que je vous ai communiquées sont clairement et entièrement contenues. Vous avez d'un côté Pawns in the Game et de l'autre côté Red Fog over America. Ces deux volumes ont été écrits par un Canadien, William Guy Carr, qui était à la fois commandant dans l'armée canadienne et aussi agent secret de la Canadian Intelligence Service, durant la guerre et après la guerre. C'est grâce aux renseignements que nous avons pu obtenir de ces volumes, et grâce aux renseignements aussi que nous avons obtenus en compulsant le SAR du Canada, que finalement nous avons pu avoir quelques-unes des informations qui nous permettent d'arriver à la conclusion suivante. Si le Canada est actuellement en crise économique, ce n'est pas le résultat d'une conjoncture mondiale
impossible à résoudre. C'est le résultat d'un artifice créé de toutes pièces par cet ensemble de puissances illuminatistes qui contrôlent et dominent le monde. C'est l'avènement d'une forme d'unité de l'internationalisme communiste avec l'internationalisme capitaliste et dont vous payez la note. Jamais vos banques privées ne permettraient de vous faire des prêts à 7%, à 6,25%. Quand vous ne payez pas vos comptes, la banque rappelle vos emprunts et repossède vos maisons. Quand il s'agit des pays, on ne procède pas de cette façon-là. On les met en état de banqueroute technique, on les met en état d'agressivité militaire, et ensuite, par la voie des négociations, on obtient que siègent dans les 2 nations, ou les 3 nations, ou les 10 nations, les postes clés décisionnels qui permettront ultimement à fondre tous ces pays dans un seul bloc, sous la régie des 13, des 33 et des 500. Les 13 prêtres druides, les 33 initiés et les 500 Bilderbergers. Voilà comment fonctionne l'empire économique de ces puissants. Et ne pensez pas que nous puissions tout simplement nous croiser les bras et nous dire « il n'y a rien à faire ». Nous verrons ensemble, dans une prochaine émission, que tout est possible. Tout est possible ensemble, dans le Christ et la puissance du Saint-Esprit, que tout est possible dans l'espérance et dans la joie de la victoire pascale. Jésus est ressuscité, vivant et vrai, nous en sommes les témoins.